Bonjour, c'est Mac Aldebaran de la Gazette de la Nation. Je suis avec Jean-Michel Pousse. Donc c'est un peu l'interview. Chaque année, on fait une petite mise au point où on fait, on va dire, un rappel, on va dire. Bonjour Mike. Bonjour Jean-Michel. Tu vas nous parler un peu de tes recherches actuelles et puis on va parler aussi de certaines choses plus précises, on va dire, sur le RASES et ces choses-là. Alors, quelles sont tes recherches actuellement? Je suis toujours concentré sur le Bugarache. Et en même temps, j'ai un chantier qui va démarrer, on va dire, dans la grande zone de Rennes-le-Château. Voilà. En fait, la nouveauté, c'est que je reviens sur le territoire de la commune de Rennes-le-Château pour vérifier certaines choses. Et ce matin, je me suis adjoint un ami radiesthésiste qui me confirme l'existence, on va dire, de certaines galeries, certains souterrains qui ont été empruntés. Ce sont des failles que l'eau a empruntées, donc qu'elle a érodé, qu'elle a creusé. Et puis les hommes ont retaillé ces failles de façon à pouvoir s'en servir comme galerie. Voilà. Sachant que la partie nord de Rennes-le-Château, les galeries sont toutes effondrées, je travaille sur la partie sud, qui est très vaste. Et ce matin, l'ordiesthésiste, sans que je lui demande rien du tout, a bien positionné deux lieux très précis, très précis. Alors pourquoi je dis très précis? Parce que c'est deux lieux que je travaille, on va dire, d'un peu plus loin. D'accord? Mais je me doutais que là où je travaille, ce ne sont que des entrées ou des sorties. Donc il m'a confirmé qu'effectivement il y avait bien un couloir plusieurs mètres en dessous. Et ça c'est la partie historique, archéologique de Rennes-le-Château. Bon, moi j'ai toujours dit que Rennes-le-Château c'est la capitale des Visigoths. Avant d'être la capitale des Visigoths, elle a été le domaine de Myriam de Magdala. Donc c'est quand même une ville qui a reçu énormément de monde. Elle a fait partie des cités attaquées par les croisés du Nord lors de la croisade contre les chrétiens ariens. Elle a eu un destin assez particulier. Et même quand la cité est devenue qu'un petit village, bon, mais après a démarré, donc fin 19e, l'affaire de la Bessonnière, en lien avec Rennes-les-Bains et avec Boudet. Et j'avais quelques velléités de reprendre des recherches au plus près de Rennes-le-Château, un lieu que j'avais abandonné depuis un bon moment au profit du Bugarache, au profit du pêche en coutis, au profit d'une certaine zone et de l'Alaric, bien sûr. Bien sûr. Alors, on avait parlé aussi récemment de l'homme mort, notamment de certains endroits du massif. J'ai retrouvé certaines choses aussi intéressantes. Alors, de ce côté-là. Oui, au-dessus de Rennes-les-Bains, dans la partie droite, quand tu remontes en direction de la Vialas ou du Bugarache, il y a dans la montagne, oui, alors l'homme mort, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé parce que beaucoup disent que l'homme mort, c'est Jésus. Or, pour moi, l'homme mort, cet endroit, c'est pas Jésus, c'est une autre personne, une autre entité. Et je pense savoir à peu près où se situe, si tu veux, l'entrée de ce fameux sanctuaire, de ce fameux homme mort. Voilà. Il s'agit d'une ruine, on va dire, très ancienne, auprès de laquelle il y a une sorte de source sèche qui forme une sorte de puits, mais qui est très bien bouché. Les gens, c'est bouché artificiellement, mais j'ai eu systématiquement des interventions inhumaines. Chaque fois que j'ai mis la pioche dans ce lieu, donc qui est un petit peu au-dessus de l'homme mort, d'accord. Chaque fois, j'ai eu des interventions inhumaines qui m'ont demandé de ranger les outils et de repartir. Comme je suis très obéissant, surtout dans les lieux, si tu veux, qui sont un peu spéciaux, je me suis exécuté, sachant que cette partie au-dessus de l'homme mort est voisine de ce qu'on appelle la carrière maudite, qui est un lieu en dessous des roulères, pas très loin du fauteuil du diable. Voilà. Où là par contre il y a pareil, mais c'est les mêmes entrées, c'est deux entrées différentes. C'est une carrière souterraine qui a été après utilisée pour qu'on y enterre quelqu'un ou quelque chose. Et là par contre, quand tu fouilles dans cette carrière maudite, là par contre tu es sûr que 2 fois sur 3 il va t'arriver des ennuis. À toi ou même ton équipe, il va t'arriver des ennuis. J'ai un de mes meilleurs amis qui a perdu la mobilité de sa jambe en voulant fouiller l'entrée de la carrière.
Moi, pour le moment, je me contente de l'autre entrée de l'autre côté. Mais cet homme mort, si tu veux, me pose un souci parce que c'est un lieu qui n'est pas positif. Voilà. Sur le Bugarache, on avance très lentement, sachant que tu ne pénètres pas la montagne comme ça. Il y a eu de fortes chaleurs, donc c'est dernières 3 semaines. Et puis bon, j'ai été occupé, donc j'ai senti que la montagne, pour le moment, ne souhaitait pas que j'y mette les pieds. Je m'apprête à y mettre les pieds là, ce week-end et la semaine qui arrive. Et je verrai bien quelle est l'ambiance. Et, voilà. Et là, donc, sur le Bugarache, c'est là où on parle de choses sérieuses, puisque là, on parle du corps de Jésus, pour lequel, qui est dans une grotte qui n'a pas besoin d'être fouillée puisqu'elle est ouverte. Hein, c'est l'entrée fermée au palais ouvert du roi. On parle de mine Atlante, où là, il y a un travail colossal pour pouvoir ouvrir ces mines. Et on parle de mines faites par des humains qui ont été réemployés, notamment tous les corps des rois Visigoths qui se trouvaient dans le mausolée en contrebas de Rennes-Château ont été transférés, on va dire, dans l'une de ces mines. Donc j'en ai repéré 2, une que je suis en train d'essayer d'ouvrir, mais c'est très très bien bouché, et l'autre qui est pareil, qui est aussi bien bouché, mais par de gros cailloux, si tu veux. Donc là, ça demande de monter du matériel, et le Bugarache, comme tu le sais, ça monte très vite. Et monter 10 à 20 kg de matériel, si tu veux, sur les épaules, ça peut vite devenir l'enfer. Voilà, c'est l'actualité. La partie sud de Bugarache, ça revient souvent. Oui. Pourquoi cette partie précisément? C'est la partie cachée, si tu veux. La partie nord s'ouvre, si tu veux, sur Carcassonne, et puis ça s'ouvre sur la France, tandis que la partie sud, tu vois, elle est cachée donc, par le versant nord. Et donc, cette montagne, elle est ouverte sur sa partie sud, bien ouverte, si tu veux. Et pour qui sait comment pénétrer la partie sud, c'est là que tout se passe. Alors moi, depuis très longtemps, j'ai fait des explorations partout, j'ai fait quelques trous partout ici, mais si je dois retenir un seul endroit, c'est le Bugarache. Pour être précis, c'est le roman de Maurice Leblanc 813 qui indique l'altitude. Donc tu as à peu près l'altitude à laquelle ça se situe. Voilà. Il y a un endroit aussi, c'est la fontaine aux 4 lions, on peut l'appeler de différentes façons, Oui. de Van Buren. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de particulier dessous? Ah oui. On ressent quelque chose de très particulier à cet endroit-là. Oui, la fontaine est très étrange. La fontaine est positionnée pile sur les ruines qui ne sont plus apparentes du mausolée des rois Visigoths. Donc sous la fontaine, sous le pilier, là tout autour, hein, dans un cercle d'environ 50 mètres. Cette forêt en triangle. Oui, cette forêt en triangle. Là, tu as le mausolée des rois Visigoths. Tu as le mausolée tel qu'il a été bâti, on va dire après 460, donc fin 5e, début 6e. Voilà. C'est un lieu sacré, c'est un lieu souterrain, et je peux te dire que non seulement il y a les sous-structures du mausolée qui a été rasé, mais il y a là, ce mausolée, ce plateau, est transpercé par un souterrain à une dizaine de mètres, si tu veux, dessous. Il y a un grand souterrain, si tu veux, qui remonte vers un château et qui utilise, si tu veux, comme entrée d'air, parce que tu sais que le souterrain, il faut qu'il soit aéré pour être sain. Il utilise la tour qui est au bout du plateau. Oui, exact. Et ensuite, quand tu remontes en direction de Rennes-Château, il utilise la tour moulin, si tu veux, qui est un petit peu... Il y a des couleurs. Voilà. Donc, c'est certainement, si tu veux, l'endroit le plus sacré pour les Visigoths. Et comme les lignées royales visigothes sont d'origine juive, si tu veux, c'est l'endroit le plus sacré pour les Juifs. Voilà. Sachant que le village de Rennes-Château est construit sur la partie royale ou comtale de la ville de Rédé. Donc ici, tu avais les rois, et après, quand Charlemagne a décidé que les Visigoths ne pourraient plus prendre le titre de roi ou de prince, ils ont accepté de prendre le titre de comte. Donc on est ici actuellement, là dans le jardin, on est dans la partie comtale, et Jean de Marie, et l'église de la Bessonnière qui est derrière nous, c'est au départ l'église visigothique du roi. C'est la chapelle privée du roi et puis des comtes. En ce qui concerne justement les lignées juives, judaïques, hébraïques, on va dire, il y a toute cette histoire justement des 13 bergeries qui revient souvent. Oui. Est-ce que tu peux identifier ces 13 bergeries, ou tout au moins il y en a quelques-unes en tout cas que tu as à Camps-sur-Agly donc. À Camps-sur-Agly, tu as les Ausinas, qui est la première, la plus célèbre. Autour du Bugarache, tu as le Losadel.
tu as un deuxième Losadel qui fait partie du système. Tu as les bergeries, enfin, tu as les bergeries, les grosses fermes autour, si tu veux, qui en font partie. Et tu as plus une bergerie, c'est une ancienne ferme très importante, si tu veux, que je ne te citerai pas, mais qui est sur la commune de Sougraigne et qui est certainement le domaine qu'a occupé Lazare, Éléazar, donc le demi-frère de Myriam, et Tamar, sa demi-sœur. Voilà. Et ce domaine a une particularité comme le domaine des Ausinas. Ce domaine est creux. Dessous, il y a des galeries, il y a des caves, il y a des caves. Voilà. Alors le système était très bien fait. Comme une horloge, ça fonctionnerait en quelque sorte? En fait, si tu veux, tu as 12 bergeries, 12 points qui encerclent le Bugarache, point central, d'accord, le 13e point. Et les 12 bergeries sont censées à la fois veiller sur le 13e point, au centre, mais également offrir un certain nombre de choses précieuses qui feraient qu'une fois que ces personnes se sont emparées du trésor particulier de chacune des bergeries, si tu veux, ben, ils renonceraient à aller plus loin, ça le satisferait, et donc ils n'iraient pas chercher donc, le 13e trésor, qui est bien sûr le plus important. Et aujourd'hui, les bergeries sont désactivées, sont en ruine, donc le cercle magique, magnétique, qui permettait, quand il fonctionnait, de rendre invisible, si tu veux, le Bugarache, et de rendre invisible la partie, le 13e endroit, d'accord. Aujourd'hui, le cercle et la protection est désactivée, et donc tu peux rentrer. Tu ne rentres pas n'importe comment dans cette zone, mais tu peux y rentrer assez facilement. Voilà. Il y a toute la zone aussi du Bouchard, qui est très fermée, qui est très grillagée. Alors, aujourd'hui, il y aura des hautes instances. Alors actuellement, si tu veux, c'est un élevage de sangliers, ce qui justifierait les grilles, etc. Alors, bon, le fait est que les Bouchards se trouvent pas très loin de la zone des Ausinas, d'accord, de Camp-sur-la-Glie, et qu'au Bouchard, si tu veux, tu n'y es pas le bienvenu. Bon, c'est normal, c'est une propriété privée. Mais au Bouchard, il y a des légendes qui courent sur une grotte très particulière, avec une ambiance négative très lourde, très particulière. Il y a les Bouchards, c'est la partie en continu en altitude par rapport aux Ausinas. Donc, si tu veux, tout ça, c'est une zone mystérieuse, c'est une zone très très ancienne, et les galeries, les grottes qui se trouvent sous les Bouchards et sous les Ausinas renferment certainement un secret assez puissant. D'après mes indicateurs, il semblerait qu'il y ait, sous les Ausinas et totalement au Bouchard, il y ait des néphilim, c'est-à-dire qu'il y ait ces fameux êtres, on va dire, qui ont vécu avant l'humanité, avant l'Homo sapiens sapiens. Il pourrait y avoir des reptiliens sous les Ausinas et sous les Bouchards, et ces reptiliens seraient majoritairement en stase, c'est-à-dire ils seraient endormis, pas morts mais endormis, et il y a systématiquement une entité gardienne, si tu veux, qui empêche que l'on s'approche du sanctuaire des entités. C'est ce qui est arrivé, si tu veux, au groupe, là, aux Ausinas qui a causé. Ils ont eu un mort. Il y a 92 mètres, en fait, il y a 3 paliers. Voilà. Alors Jean-Pierre Montel a pu aller au 3e palier, nous on était au 2e, oui. On voulait aller au 3e, mais c'est ça que ça manque d'air en bas, c'est très compliqué, puis c'est quand même très dangereux. C'est très dangereux parce que... même physique. Oui, l'équipement, enfin, quand ils sont pas... Enfin, l'équipement est resté, mais en fin de compte, année après année, l'équipement s'est délité, et maintenant, tout l'équipement de sécurité qui permettait de descendre sans problème, soit il a été volé, soit il a été détruit. Donc tu as un grand trou, mais plus d'équipement pour descendre. Et puis je dis, l'incident qui a eu lieu aux Ausinas, qui a fait partir en courant l'équipe en pleine nuit, me fait penser que continuer à aller fouiller aux Ausinas, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Voilà. Mais là, on rentre vraiment, si tu veux, dans des domaines qui sont possédés par des énergies, des forces. On rentre vraiment dans l'ufologie, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'intraterre. Les imbrications, les implications entre l'intraterre, ceux qui viennent du ciel, de la galaxie, ceux qui sont sur Terre, etc. L'Agartha, là ça devient beaucoup plus sérieux que l'affaire du trésor de la Vaissonnière. Là, on est sur autre chose. Et c'est marrant parce que ça rappelle un peu d'autres affaires. Ça rappelle Gisors aussi. Ça peut rappeler aussi notre affaire de Los Tayos avec le père Crespi, oui. où il y avait carrément Neil Armstrong qui était allé.
où avec ses plaques en or du père Crespi, pendant 1 an, l'armée équatorienne a cherché, enfin, a fait semblant de chercher en tout cas, et ils ont peut-être trouvé quelque chose, mais ça a été aussitôt mis sous le boisseau. On retrouve la même chose, une application de services d'État, peut-être, derrière tout cela. Tu as systématiquement une implication de l'État au moment où les choses sont découvertes ou juste après, dans la mesure où, on va dire, certaines officines de l'État français, mais pas que l'État français, sont parfaitement au courant que des civilisations antérieures à l'Homo sapiens sapiens ont laissé ce qu'on appelle aujourd'hui des capsules du temps, c'est-à-dire ils ont laissé des bunkers, des grottes, des souterrains dans lesquels ils ont laissé du matériel, ils ont laissé des objets et ils ont laissé, si tu veux, des entités qui sont, alors certaines sont décédées, entre guillemets, d'autres sont endormies. Voilà, ça se rapporte donc à la fameuse légende de Dieu qui précipite Lucifer ou avec Satan au fond d'un gouffre, si tu veux. Et avec la tablette d'émeraude. Et le problème, si tu veux, c'est que la différence entre les textes prophétiques ou les fameux dictons et la réalité, c'est qu'il semblerait que Dieu n'a pas précipité cette race, cette civilisation dans un seul puits, d'accord, mais il les a tous fait rentrer sous terre. Et aujourd'hui, il semblerait que il y ait des forces, des énergies, appelle-le comme tu veux, des envies d'aller réveiller ces forces, qu'il ne faut pas faire. Mais il y a, si tu veux, des gens qui sont prêts à réveiller ces forces sous terre. Un endroit célèbre, si tu veux, qui contient ce genre de choses, c'est Oak Island. Oak Island, indépendamment des films, indépendamment, si tu veux, du feuilleton, Oak Island est certainement un puits extrêmement profond qui renferme quelque chose qui ne doit pas ressortir. Mais le genre humain et les chercheurs sur place, ne conçoivent pas que ça ne doit pas sortir, donc ils font tout pour faire sortir. Voilà. Tu as des Oak Island dans toute la haute vallée de l'Aude et ailleurs. En ce qui concerne la lignée, on va dire, du Graal, du Sangréal qu'il y a ici dans toute cette région, on va dire, est-ce que tu peux nous préciser l'origine? Alors je vais être très précis. Celui que les juifs appellent le Mashiach, que les chrétiens appellent le Messie et que les musulmans appellent le Mahdi, d'accord, et le 7e imam. Voilà, le 12e, mais en fait il faut compter le 13e, d'accord. Donc ce personnage, si tu veux, est en vie. Il est dans la région, il est dans la région, dans l'Orazès, tu vois, en tout cas en ce moment il est dans l'Orazès. Ce personnage donc est issu de la lignée royale du roi David, de la tribu de Juda. Et ce personnage, il n'y en a qu'un, il n'y a pas un Messie, un Mashiach, un Mahdi, il n'y en a qu'un personnage. Ce personnage est issu de la lignée royale, donc ce personnage peut prétendre à régner non seulement sur Jérusalem, mais sur beaucoup de capitales, d'accord. Le Razès est son domaine actuel. Il y a peut-être un élément féminin qui se fait attendre, puisque lui est l'élément masculin, mais il y a un élément féminin qui se fait attendre, mais je ne sais pas dans quelles conditions exactes, si tu veux, cet élément féminin se fait attendre. En tout cas, je sais qu'il existe. Et nous sommes, on va dire, pour le Royaume de France, pour la France, nous sommes à 2 ans et demi d'événements extrêmement importants, avec, comme je l'ai dit en conférence ces jours-ci, une identification claire et précise de l'Antichrist. Donc, l'Antichrist, c'est l'actuel président de la France, Emmanuel Macron, d'accord. Il s'agit ni de le critiquer, ni de l'insulter, ni de l'agresser. Il s'agit simplement de lui faire comprendre que lui et les gens qui sont derrière lui ne gagneront pas à la fin. Voilà, ce sera très difficile parce qu'actuellement ces forces-là sont majoritaires, que ce soit dans les instances législatives ou que ce soit en politique. Mais il serait idiot de croire que M. Emmanuel Macron ne fait ce qu'il est en train de faire que par bêtise, égocentrisme ou inintelligence. Non, c'est une personne qui est extrêmement intelligente. Alors, par rapport à la ligne... Il avait parlé de la transcendance, à un moment donné. Il avait parlé de la transcendance, ça nous dépasse. Oui. Dans un de ses... Oui. Alors, il faut savoir que les gens... Il avait une mission. Les gens qui soutiennent Emmanuel Macron, donc, ce sont les mêmes qui se sont heurtés, si tu veux, à Jésus, c'est-à-dire que ce sont les descendants des Sadducéens qui dirigeaient le temple dans Jésus, et une partie des pharisiens, la majorité des pharisiens,
puisqu'il y a une minorité de pharisiens qui, eux, étaient pro-Jésus. Donc on a actuellement, si tu veux, l'Antichrist donc, au pouvoir à l'Élysée. Les choses sont en train de se dégrader rapidement, mais ce qu'il faut dire à tes auditeurs, à ceux qui vont te regarder, c'est qu'il ne s'agit pas d'une bataille politique, il s'agit d'une bataille énergétique, d'une bataille entre des forces positives et des forces négatives, et que tout le théâtre que tu peux voir actuellement dans les médias, à la télé, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie la plus importante se joue au niveau de force et au niveau de personnages comme Dieu, Satan, Jésus, Marie-Madeleine, Isis, Osiris, Seth, Nephthys, Horus, les Anunnaki. Ça se joue à ce niveau-là, avec, on va dire, des interventions de forces qui sont sur Terre, mais dans des dimensions différentes. Il y a ce qu'on appelle le volet classique des extraterrestres, ça c'est les Anunnaki, mais il y a les extraterrestres, on en a parlé, hein, majoritairement ce sont des reptiliens, et ensuite il y a un volet interdimensionnel qui peut intervenir au même titre, on va dire, que les deux autres forces. Voilà. Et tout ça est en train de monter en puissance, et on aura un premier affrontement au niveau humain, hein, on aura certainement des mouvements au niveau humain, mouvements syndicaux, mouvements politiques, peut-être même un démarrage de guerre civile. Ça sera certainement couvert par des épidémies. Moi, je suis persuadé que là, actuellement, on nous parle de la variole du singe, mais je pense que l'année 2025 risque de voir arriver un nouveau type de virus, type Covid, mais plus, avec certainement une obligation, et cette fois-ci une obligation beaucoup plus forte de se faire vacciner, puisque depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, d'accord, et la nomination par le Vatican de Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres en 2016, l'intervention du Hamas en Israël le 23 octobre 2023, et la dissolution de l'Assemblée nationale avec sa recomposition et on va dire la pagaille actuelle, si tu veux, pour la mission du gouvernement, on est vraiment dans une bagarre eschatologique, une bagarre, si tu veux, c'est une sorte de théâtre politique et humain, mais derrière, ce sont des forces extrêmement puissantes qui sont en train de se disputer un petit morceau de la galaxie. Ce tout petit morceau, c'est la planète Terre. Voilà. Donc, part du gâteau. Oui. Donc, depuis la fin des années 90, tout ce que les ufologues dits conspirationnistes ont amené comme théorie et comme hypothèse sur tous ces extraterrestres, etc., c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui n'apparaît pas pour le moment, mais je pense qu'on a 2 ans et demi pour se préparer, mais ces choses-là, qui ne sont pas crues par la plupart des gens, ces choses-là vont se montrer réellement dans pas très longtemps. Voilà. Est-ce que tu aurais une conclusion par rapport à l'affaire de Château et son... on va dire ses strates, parce qu'on est parti de plein de mythes sur le mythe, et en histoire sans fin. Voilà, j'ai pas une conclusion proprement dite, je peux te dire à peu près comment ça va se passer. Rennes-le-Château n'est pas un mythe agglutinant. Rennes-le-Château est la capitale royale du Machia, du Messie, du Mahdi, d'accord. Donc, il va certainement revenir, ce personnage, si tu veux, physiquement, va revenir à partir d'ici, à partir du Razès, probablement de Rennes-le-Château ou de Rennes-les-Bains. L'affaire va se rejouer comme au 1er siècle, d'accord. Donc nous avons actuellement toutes les forces en présence, que ce soit à Paris au niveau politique ou que ce soit ici dans le sud. Nous allons vers un dévoilement. On va retrouver l'Arche d'Alliance et tous les objets du culte. On va retrouver des archives templières, on va retrouver certainement des sanctuaires templiers, on va retrouver le sanctuaire des 33 Visigoths, on va retrouver le roi Alaric II dans la montagne d'Alaric. Des résurgences templières. Oui, voilà. Et tous ces objets, toutes ces choses, si tu veux, n'ont qu'un seul objectif, prouver que le roi perdu est bien le roi. À partir de la découverte de ces objets, le roi pourra se faire acclamer par le peuple. Et comme le roi est déjà roi par ses ascendants, la deuxième partie, si tu veux, de sa nomination en tant que souverain se fera par l'acclamation du peuple qui verra les objets, qui verra le roi en possession des objets, d'accord, avec certainement une touche, on va dire, ufologique, c'est-à-dire il est probable que le roi soit accompagné de forces non terrestres pour reprendre une partie ou toute partie de la planète. Voilà.
D'accord. Et puis, On est à la fin. On ok. est à la fin. Pour moi, 2 ans et demi au maximum. Mais dans les 2 ans et demi, 2025, 2026 et 2027, sur Rennes-le-Château, enfin, aux alentours de Rennes-le-Château et même sur Rennes-le-Château, on pourrait voir ressortir des sanctuaires, des souterrains, des objets. Et là, tu travailles sur sur aussi des recherches d'artefacts. Aussi. Alors, je travaille bien sûr sur des recherches d'artefacts. Hébraïques, anciens, Voilà, qui moi, seraient sur le sous-sol, voilà. dans les grottes. Indépendamment de rechercher le trésor du temple de Salomon, indépendamment de rechercher le tombeau de Jésus. Comme Gadal et Autoran avaient cherché Voilà. dans Voilà. le Alors, Samartès, voilà, dans les grottes. ce que je peux te dire, si tu veux, en forme de conclusion, c'est que je suis actuellement sur la piste, dans la grande banlieue de Rennes-le-Château, je suis sur la piste de l'entrée du seul souterrain encore intact, qui permettra, si tu veux, de passer sous Rennes-le-Château, et qui permettra d'atteindre l'église, d'atteindre le château, enfin, si tu veux. Et ce souterrain est plein, c'est-à-dire ce souterrain est plein d'artefacts. Il y a des armes, il y a de l'argent, il y a des cadavres, il y a des casques, des armures, il y a des poteries, etc. Si ce souterrain est découvert, la première chose que je ferai, bien sûr, c'est de taire la découverte dans un premier temps, parce que ça va faire venir tout un tas de gens indésirables. Mais d'après mes travaux, j'avance assez vite et je pense qu'il y aura une première découverte simplement archéologique dans la zone de Rennes-le-Château qui va étonner beaucoup de monde. Elle sera suivie de très très près par une découverte sur le mont Bugarache, mais qui là ne concernera pas l'archéologie et l'histoire, qui là concernera, on va dire, notre civilisation, notre passé, notre futur. Les travaux d'Alain Ferral t'avaient intéressé justement tout ce côté du miroir. Tous les travaux d'Alain Ferral m'intéressent parce l'arpenteur. que Alain ne s'est pas censuré. Donc Alain, Même au d'abord, niveau des dessins, c'était extraordinaire. d'abord Alain, je suis tout à fait d'accord avec sa théorie. Marie Desnarnaud, donc, était bien la fille de la Bessonnière. Hein, c'est Alain qui l'a proclamé la première. Aussi, Voilà, du noir et d'accord. du blanc, Et l'échiquier. tout son ouvrage, Le Royaume des Morts, consiste en fait à faire un décryptage beaucoup plus, qui va au-delà de l'histoire de l'archéologie, qui va au-delà de ça, si tu veux. Alain avait trouvé, si tu veux, les enjeux occultes, ésotériques de Rennes-le-Château. Et Le Royaume des Morts est une sorte de Bible à la Ferrals, mais c'est une Bible extrêmement sérieuse et importante. Quand tu le lis attentivement, tu as même quelques clés géographiques et quelques clés religieuses, quelques clés symboliques, d'accord, qui te permettent, on va dire, de comprendre ce qui se passe ici, indépendamment de Sonnière, derrière Sonnière, qui te permettent de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe ici. Et je vais te dire une chose, l'histoire du bénitier à l'entrée est extrêmement importante. Voilà. Eh bien merci Jean-Michel, à très vite.